Les amis, c'est l'heure du rendez-vous annuel, le top album 2025. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on a mis le budget. Il y a un petit fond vert derrière moi, ça va être très cool. Et surtout, j'ai avec moi mon régisseur préféré, finalement, Amri, qui est derrière la caméra, qui passera devant la caméra juste après pour vous présenter votre top album, puisque vous avez pu voter directement sur Instagram. Avant de commencer, je tenais à m'excuser de mon absence sur la chaîne YouTube cette année. J'ai été très occupé. Alors par contre, j'ai fait plein de trucs sur Instagram et sur TikTok. Donc merci à toutes les personnes qui me suivent là-bas et qui m'ont donné de la force, notamment pendant le calendrier de l'Avent, parce que c'était vraiment très cool à faire et je suis content que ça vous ait plu. Mais ne vous inquiétez pas, je compte bien revenir sur la chaîne YouTube l'année prochaine. J'ai plein d'idées de vidéos très cool à faire et en plus c'est les genres de vidéos que je préfère faire, donc il n'y a pas de raison que je m'en aille. Ceci étant dit, nous allons pouvoir passer au top album. Comment ça va se passer? J'ai fait une sélection de 50 albums, du 50e au 30e, ça va être une sorte de sélection élargie, on va pas trop s'attarder sur les projets. De 30 à 20, on va en parler un petit peu plus en détail, mais ce qui nous intéresse vraiment, évidemment, c'est le top 20, on va un peu plus détailler parce que c'est le cœur de ce que j'ai écouté cette année. Et je me permets une petite entorse à la règle en vous présentant avant le top les albums que j'ai manqués en 2025. Quand je dis manquer, ça peut être à la fois des albums que j'ai écoutés une fois dans un mauvais contexte qui fait que je suis pas retourné les écouter parce que je suis passé à autre chose, ou des albums que j'ai vraiment pas du tout écoutés, que je me garde pour l'année prochaine parce que vous connaissez, il y a trop de sorties par an, à un moment donné, on n'en peut plus quoi. Bon alors dans la liste des albums que j'ai manqué en 2025, ça commence très mal puisqu'il y a Mayhem de Lady Gaga. J'avoue que je l'ai écouté une fois, sûrement pas dans les bonnes conditions et j'ai pas vraiment eu le temps de me repencher dessus. En tout cas, je me le suis bien mis de côté pour l'année prochaine et j'ai très hâte de pouvoir me prendre la claque que certains et certaines sont pris cette année. Il y a aussi le dernier album de Deftones, de Wet Leg, de Mobb Deep aussi que j'ai pas encore eu le temps d'écouter. Alors pareil que pour Lady Gaga, on retrouve les projets de Mike, de Perfume Genius, de Black Country New Road, Last Dinner Party et Doja Cat que j'ai écouté, mais il faut dire que j'ai pas assez accroché pour y retourner régulièrement dans l'année. Toutefois, j'en ai pas gardé un mauvais souvenir, donc je les ai mis de côté pour l'année prochaine en espérant que cette fois-ci ils puissent vraiment connecter avec moi. Ça marche aussi pour les deux projets qu'a sorti Made I Trust, l'album de Quadeka qui fait partie des favoris pour certaines personnes, mais pareil, ça a pas marché de mon côté. Et enfin deux projets que j'ai très hâte d'écouter plus tard parce que j'en ai entendu que du bien. On retrouve l'album de Turnstile, Never Enough, et bien sûr le dernier Lily Allen, West End Girl, qui apparemment fait partie des meilleurs projets pop de cette année, donc il serait temps de se pencher dessus. Là pour le coup je pense que j'ai vraiment tout dit, nous allons pouvoir commencer, je vous souhaite la bienvenue dans la sélection élargie du top album 2025. On commence à la 50e position avec un projet que j'ai découvert trop récemment, ce qui explique sa place relativement basse dans le classement, c'est Mercy de Armand Hammer. Nous avons ensuite le projet de Bouskaboula qui figurait d'ailleurs dans le calendrier. Petit passage du côté de Big Thief et leur très bon album Double Infinity. Je décide de placer à la 47e position le projet de Kate Ranada, Ain't No Damn Way, qui fait extrêmement plaisir puisque le producteur retourne un peu à ses sonorités d'origine et honnêtement je trouve que c'est là qu'il est le plus fort. Nous avons ensuite Addison Rae avec son premier album studio qui était vraiment rafraîchissant pour la scène pop. Le duo qui a tout cassé cette année se place à la 45e position, on parle de Party of Two et de leur projet America's Next Top Party. Nous avons un autre projet du calendrier qui a été un de mes coups de cœur de 2025, c'est Man Oh Man de Martin Luke Brown. De retour dans la pop, nous avons Virgin de Lorde à la 43e position, qui a été un album que j'ai beaucoup aimé à sa sortie, mais qui a complètement disparu de ma rotation une fois que l'année a continué. On enchaîne avec trois projets du calendrier de l'Avent, It's a Beautiful Place de Water From Your Eyes, on a le dernier Duckworth qui est un concept album vraiment cool, et le gros comeback de Panchico avec leur projet Gingo. 39e position, je sais que ça va en surprendre certains, mais il y a Hurry Up Tomorrow de The Weeknd. Alors c'est un album que je me suis surpris à aimer à sa sortie parce que vu le rollout catastrophique, je m'étais préparé à une catastrophe mais totale. Mais Hurry Up Tomorrow est un projet qui a de grosses longueurs, de grosses faiblesses malgré certains morceaux qui étaient vraiment super. Et puis pour être honnête avec vous, la sortie du film m'a complètement détaché de ce projet. Ça a vraiment eu un impact extrêmement négatif sur ma perception de l'album. Bref, c'est quand même un projet que je tenais à faire figurer dans le top album parce qu'il m'a quand même accompagné pendant une bonne partie du début de l'année, mais comme il a presque totalement quitté ma rotation quelques mois après et que le film a eu un impact désastreux sur l'image que j'avais de ce projet, je ne pouvais pas le mettre bien plus haut que cette 39e position. On continue avec Durand Bernard et son magnifique album Bloom, ensuite nous avons Kali Uchis et son projet Sincerely, Tame Impala qui se hisse à la 36e place avec Deadbeat qui avait fait un peu parler, mais honnêtement c'est un projet que j'avais beaucoup aimé. La 35e place revient à Vena avec son album Malik que j'ai trouvé absolument magnifique, il aurait même pu figurer beaucoup plus haut, mais
mais je l'ai découvert trop tard. L'un des artistes qui a marqué aussi l'année 2025, c'est Rusoski, un artiste espagnol qui fait de la musique expérimentale, et son album Daisy était vraiment très réussi. J'ai réservé la 34e position à un disque que j'ai adoré écouter pendant l'automne, c'est Hickey de Royal Otis. On parlait de jazz juste avant, j'ai décidé de placer à la 32e position l'album de Destin Conrad, Whimsy, qui est son deuxième album sorti en 2025, le mec n'a clairement pas le temps. Et enfin, juste avant d'entrer dans le top 30, j'ai essayé de placer Heavy Metal de Cameron Winter. Alors pareil, c'est un album qui aurait pu figurer largement dans le top 10, mais pareil que pour Vena, j'ai découvert le projet bien trop tard, donc j'ai pas encore eu le temps de vraiment m'y habituer malgré le fait qu'il soit sorti fin 2024. En tout cas, vous pouvez garder en tête que c'est de loin l'un des meilleurs albums sortis cette année. Après cette sélection élargie, je vous propose de passer au top 30 albums de mon année 2025 et on commence avec à la 30e position. Évidemment, quand on parlait de 2025 sans parler de la reine, PinkPantheress, qui nous a sorti un très bon projet, court comme à son habitude. Mais justement, c'était une bonne chose parce que son album sorti juste avant, je trouvais que ça lui ressemblait un peu moins, qu'on se perdait un peu plus et que son efficacité qu'elle a par rapport à sa recette commençait un petit peu à se perdre lorsqu'on rallonge le temps d'écoute. Là, Fancy That, c'est vraiment la dose parfaite de pop, un peu fun, un peu girly, un peu cunty, évidemment. Je me suis beaucoup amusé en écoutant ce projet. Alors, il est très très court, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis mieux placé dans le classement, parce que comparé à des gros albums plus structurés, je trouve que c'est pas hyper fair. Mais en tout cas, bravo à elle, parce qu'elle a vraiment réussi à prouver que sa recette est vraiment là pour rester et qu'elle a encore plein de belles choses à nous faire découvrir. Donc voilà. Je vous affiche à l'écran mes morceaux préférés de l'album, qui sont pas forcément dans l'ordre de préférence, j'ai pris en fonction de la tracklist, mais comme ça, vous voyez à peu près mes highlights de chaque projet. On continue avec le numéro 20. L'amour, c'est surcoté. Moi, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce que pense Summer Walker sur son dernier album Finally Over It, qui vient conclure un arc de 3 albums que l'on suit depuis 2019. Une trilogie qui aura vraiment marqué la nouvelle scène R&B, parce qu'on parle quand même d'une artiste qui est très très discrète, et pourtant à chaque sortie d'album c'était l'événement. Je sais pas si vous étiez là à l'époque de Still Over It, mais fallait voir les chiffres que ça faisait, c'était un truc de malade. Et donc cette fameuse trilogie, ça parlait d'amour toxique, de Summer Walker qui n'arrive pas à trouver la personne qui lui apporterait ce qu'il lui faut, et sur Finally Over It, elle a trouvé ce qu'il lui faut au final. C'est un peu moins d'amour, mais beaucoup plus d'argent. Et c'était trop stylé jusque dans le rollout où elle venait sur les red carpets avec un vieux monsieur blanc riche, genre bien sugar daddy, tout ça. Et c'est hyper cohérent avec le message de son album où elle dit clairement que bon bah tant pis, le genre de mec qui me plaise, c'est un peu des trous de balles. Je vais me concentrer sur des gars sur lesquels j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'investissement au niveau de l'amour, mais eux ils peuvent mettre beaucoup d'investissement au niveau du cash. J'aurais pu placer le projet bien plus haut, mais pour 2 raisons je ne l'ai pas fait. Déjà, il est sorti assez récemment, donc faut que je lui laisse le temps de vivre un peu avec moi. Et la deuxième raison, c'est que c'est un double disque et j'ai une grosse préférence pour le disque 2 qui, je trouve, change quand même beaucoup plus de ce qu'elle avait pu proposer par le passé, là où le disque 1 est une sorte de prolongation des sonorités des 2 premiers albums. Mais en tout cas, je trouvais que c'était une très belle conclusion pour une saga qu'on suit depuis de nombreuses années. Donc voilà, bravo Summer Walker pour ça, et on passe à la suite. Je vous emmène à Porto Rico pour vous parler du dernier album de Rauw Alejandro, Cosa Nuestra Capítulo 0, qui est une sorte de suite, mais pas vraiment une suite parce que ça se passe avant, donc c'est un préquel de l'album Cosa Nuestra qui est sorti l'année dernière, que j'avais bien aimé, mais que je trouvais quand même pas le bordélique. Il abordait beaucoup trop de sonorités différentes. On comprenait un peu le bail d'hommage à Porto Rico, mais en même temps il partait en délire trap, c'était un peu confus. Là avec Capítulo 0, on repart vraiment à la genèse des sons de Porto Rico. Il y a de la bachata, il y a de la salsa, il y a dembo, reggaeton, tout ce que vous voulez, et c'est hyper bien fait. Je trouve que l'hommage est vraiment très réussi, et petit shout-out au morceau Silencio, qui était absolument magnifique. Amri, je sais que tu l'as adoré. En tout cas, un projet plus que nécessaire sur la scène hispanophone cette année, donc c'est normal qu'il se retrouve dans mon top album. En parlant de la scène hispanophone, nous allons continuer avec le projet de Not For Radio, Melt. Donc Not For Radio, c'est le projet solo qu'a construit Maria Sardoya, la chanteuse de The Marias. Allez regarder ma vidéo. Ce que je trouve trop cool avec ce projet, c'est que tout est dans le nom de l'artiste. Not For Radio, ce n'est pas fait pour la radio et c'est ok. On est sur un ensemble de sonorités vraiment douces, planantes. On s'éloigne pas forcément beaucoup de ce que The Marias composait en groupe, mais en tout cas, on retrouve le talent d'écriture et les idées de production qu'a Maria Sardoya en solo. C'est un projet super nocturne, plutôt ambiant, plutôt triste aussi, il faut le dire. Mais en tout cas, je trouvais le pari vraiment réussi et c'est un projet qui m'a accompagné depuis sa sortie parce que j'aimais beaucoup me le mettre de nuit comme ça, posé dans mon lit et on contemple le plafond parce qu'il n'y a rien d'autre dessus. On est sur la suite de l'un des albums rap les plus marquants du début des années 2020, Alfredo 2, le projet commun entre Freddie Gibbs et The Alchemist. C'est quand même un peu couillu de vouloir donner une suite à un album qui a été aussi marquant, qui a été
apprécié par la critique, par les fans, etc. Souvent ça donne des trucs qui sont quand même pas très bien exécutés, mais là pour le coup, il y a quasiment rien à dire. Ici, on a quitté le soleil de la Sicile et de l'Italie pour partir du côté du Japon avec des ambiances beaucoup plus nocturnes, ce qui était vraiment intéressant puisque ça permet de garder l'essence même d'Alfredo tout en proposant une nouvelle version des morceaux à la Freddie Gibbs et Alchemist. Gros big up au morceau Ensalada, qui est un de mes morceaux préférés de l'année. La seule critique que je peux vraiment faire à ce projet, c'est qu'il est un peu trop long. En fait, là où Alfredo, premier du nom, tirait vraiment sa force du fait que c'était un projet concis, là on rallonge un petit peu la tracklist et honnêtement ça se sent. Même si les productions sont hyper léchées et que Freddie Gibbs rappe bien, ça n'empêche qu'au bout d'un certain temps on commence à se lasser, ça devient redondant et on perd du coup ce côté un petit peu impactant qu'avait le premier. Mais ça reste un album vraiment réussi, donc c'est normal qu'il apparaisse dans mon top album de cette année. Bienvenue au Canada, décidément, on voyage beaucoup dans ce top album. La 25e position est occupée par Madame Saya Gray avec son projet Saya. Je vous en ai quand même pas parlé cette année, au début et pendant le calendrier de l'Avent avec Julie de Pièce à me fan que je salue. C'est un projet de folk, de pulp et de musique un peu alternative, expérimentale, où Saya Gray parle d'une rupture et construit son album autour d'une sorte de voyage dans la campagne. C'est hyper beau, c'est visuel, c'est contemplatif, à un point où j'aurais aimé beaucoup plus être dans les conditions d'écoute idéales pour pouvoir me plonger dans cet album. Parce que je pense que si on m'avait foutu dans une voiture au milieu de la Cambrousse en France avec ça en fond, l'album aurait grimpé de 10 places facilement. Tu sais que l'année va être vraiment cool quand t'as droit à un nouveau projet de Earl Sweatshirt. Cette fois-ci, c'est Live, Love, Love, un projet personnel, mais beaucoup plus solaire que ses précédents. C'est vraiment un album que j'ai beaucoup aimé. Il va parler de son bonheur, de sa paternité, de sa vie en général, qui s'est quand même nettement améliorée depuis les débuts de sa carrière. Comme d'habitude, le choix des productions est aux petits oignons. En plus de ça, Earl Sweatshirt excelle toujours dans l'art de l'abstract rap. Et puis surtout, la pochette est magnifique. Donc bravo Earl Sweatshirt pour ce projet, et on va garder un pied dans le hip-hop pour se pencher sur le 23e album de la sélection. Alors là, vous ne pouvez pas le voir, mais Amri vient de retirer son pantalon puisqu'on va parler de Ino Casablanca et de son projet Extasia. C'est un des albums francophones les plus marquants de cette année 2025 qui va se baser sur des influences latines, maghrébines, caribéennes aussi. Extasia, c'est vraiment un projet qui se veut célébratif et fédérateur. On le voit littéralement dans les visuels où tu vois des gens en train de servir du bissap ou de danser dans la rue. Il y a quelque chose d'hyper particulier qui se dégage de cet album. On ressent vraiment l'amour qu'a Ino pour sa musique, pour ses origines, pour son histoire aussi. Et là, je le vois en train de s'agiter derrière la caméra, donc viens, vas-y, viens, t'as le droit. Amri, bonsoir, comment tu vas? Shukran Ino. Merci Amri, on enchaîne tout de suite avec le numéro 22 du top album. 13 Months of Sunshine d'Aminé est mon album de l'été 2025. C'est un projet que j'ai trouvé vraiment qualitatif, mais je trouve qu'il n'a pas eu la répercussion qu'il aurait dû avoir, que ce soit sur les fans ou sur le reste de l'industrie. C'était vraiment un très bon projet, alors bien sûr très solaire, mais dans lequel Aminé se montre aussi vulnérable. Il va parler de ses racines, de son père, de ses origines, etc. Il a une sorte d'empreinte très Limbo, même si je garde Limbo au-dessus, c'est pour moi le meilleur projet de sa carrière. Mais en tout cas, je trouve que là, il avait vraiment réussi à mêler cette ambiance très summer qu'il essaye de nous vendre depuis des années avec quelque chose de plus sincère et de plus authentique. La raison de pourquoi je l'ai pas placé mieux dans le classement, c'est tout simplement parce qu'il est vraiment ancré dans mon été et il n'a pas vraiment été au-delà, c'est un peu dommage. Il n'empêche qu'il a occupé une certaine place pendant ma rotation en 2025. Et puis j'étais à son concert à la salle Play, il a fait 4 fois Arc de Triomphe, c'était cool. Voilà. On va rester un petit peu dans l'été si vous le voulez bien pour parler de Rochelle Jordan et de son album Through the Wall. Et pour le coup, c'est un album que j'ai découvert sur le tard, j'en suis un petit peu navré. Parce qu'honnêtement, si je l'avais découvert un peu plus tôt, il serait beaucoup mieux placé dans le top album. C'est un projet dance, électro, house, pop, R&B absolument magnifique. Et ça fait trop plaisir parce qu'avec cet album, Rochelle Jordan a vraiment une sorte de breakthrough alors qu'elle est quand même active depuis la fin des années 2000. Mais si cette percée arrive maintenant, c'est aussi normal parce que ça fait des années qu'elle travaille avec le producteur Clash avec qui elle a vraiment façonné son son qui vient un peu atteindre son climax sur Through the Wall. C'est vraiment l'album de début de soirée parfait, ça parle de confiance en soi, d'envie de sortir, de danser et tout est fait pour vous mettre dans cette ambiance. D'ailleurs, c'est un autre album que j'avais mentionné dans le calendrier de l'Avent avec Pookie que je salue, qui avait fait un taf magnifique pour vous vendre le projet. Merci Rochelle Jordan pour ce magnifique projet et je crois qu'il est enfin temps de passer à la sélection de mes 20 albums préférés de 2025. Je suis très heureux d'ouvrir ce top 20 avec Luminescent Creatures d'Ichiko Aoba, un projet de musique folk et ambiante. C'est un autre album du calendrier de l'Avent que j'ai fait avec Faker, gros bisous à toi. Cet album, il a vraiment besoin d'un contexte. La première fois que je l'ai écouté, j'étais dans un Flixbus qui partait de ma ville natale, Le Havre 76,
Médine. Donc bref, je suis dans le bus qui part du Havre pour aller jusqu'à Paris et j'avais vu sur Twitter quelqu'un dire que cet album était vraiment hyper bien à écouter dans un délire un peu posé, un peu ambiant. Au niveau de la météo dehors, soleil plein qui tape sur les vitres du bus et je me dis bon bah on va tenter ce nouvel album. Je me suis endormi. Mais pas endormi parce que l'album était ennuyant, endormi parce que je me sentais comme dans un cocon, j'étais hyper bien et ça m'a bercé pendant tout le trajet. Pour vous décrire un peu ce qui se passe dans vos oreilles quand vous écoutez ce projet, Ichiko Aoba s'influence beaucoup de la nature qu'il y a autour d'elle quand elle compose ses albums. Donc il y a vraiment cette sensation de plénitude et d'apaisement lorsque vous écoutez le projet et vous pouvez être certain qu'à chaque fois que je voulais faire une petite sieste, cet album passait en fond. Dans la liste des très bons projets R&B sortis cette année, on peut retrouver l'album de Maria, The Scientist, Hot Soul Separately. Alors ça m'a vraiment surpris d'autant apprécier cet album parce que je suis pas forcément un aficionado de la musique de Maria, The Scientist. Mais là elle est partie dans un délire R&B années 80, 90, donc moi je suis déjà conquis. Et en plus de ça, c'est un album qui parle d'amour impossible entre elle et Young Thug qui est en prison et elle l'attend en mode s'il te plaît rentre à la maison. Et en vrai c'est un peu bon. Non, au-delà de ça je trouve qu'elle a fait un travail magnifique au niveau de ses harmonies, de son chant et même du choix des compositions. Dans mes morceaux préférés, je note A Sacrifice, l'intro de l'album qui te met directement dans l'ambiance générale qui va se dégager du projet, mais aussi le son mort qui se veut beaucoup plus orchestral avec une progression qui monte crescendo tout au long du son. Bref, c'est un projet sur lequel je vous invite vraiment à vous pencher. Merci Maria, on passe au numéro 18 de la sélection. Watch my mother cry from the top of the stairs, scared when it came through the walls, I covered my ears. Là, on est littéralement sur l'un des, si ce n'est peut-être le meilleur album rap de l'année. Alors vous vous dites pourquoi il est à la 18ème place si c'est le meilleur album. C'est tout simplement parce que c'est un cas un petit peu particulier. Le dernier projet de Billy Woods est un album extrêmement difficile à écouter. On est sur un album qui reprend des codes de l'abstract rap et surtout qui se base sur une esthétique horrorcore. Donc tout est fait pour vous faire vraiment flipper et ma première écoute de cet album de Billy Woods était juste terrifiante. C'est un album extrêmement politique, extrêmement personnel. Billy Woods parle de ses traumas, il parle de racisme, il parle de sujets extrêmement tendus et extrêmement compliqués à aborder dans la musique. Mais il le fait très bien et dans une ambiance vraiment unique. S'il y a un projet sur lequel vous devez vous pencher pour vivre quelque chose de vraiment spécial, c'est celui-ci. Bref, on est littéralement sur l'une de mes écoutes les plus marquantes de l'année. Le seul petit problème, c'est que j'ai pas forcément envie d'écouter ça tous les jours. Des fois, il faut sourire, il faut être heureux. Tout sa 18ème place dans le classement, ce qui n'enlève absolument rien à sa grande qualité. Bon Iver a retrouvé le sourire. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai adoré Fable, qui fait un peu un pont entre le Bon Iver d'avant et le Bon Iver qu'on s'apprête à voir dans le futur, avec un EP en début d'album qui va plus se baser sur des sonorités tristes, folk, comme il avait pu faire avant, et une deuxième partie qui se veut beaucoup plus lumineuse, organique, orchestrale, c'est carrément grandiose parfois. En plus de ça, il s'est entouré de très bons artistes, Maggie notamment, et Dijon, on va revenir dessus, vous inquiétez pas. Bon Iver chante la joie de vivre, la rédemption, l'amour, plein de sujets hyper positifs. Et ça se retranscrit vraiment bien dans ce nouveau projet qui m'a beaucoup ému à vrai dire. Comme d'habitude, vous avez les morceaux qui m'ont le plus marqué et je tiens à saluer particulièrement le son Day One avec Dijon évidemment et son clip qui est vraiment très très fun. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, bah allez-y, vous allez vous régaler. Non, vous ne rêvez pas, l'album de Tyler, The Creator ne figure pas dans mon top 10 de cette année. Et oui, ça arrive. Don't Tap the Glass était un projet fun. Point final. Et je trouve ça vraiment cool parce qu'on sent que Chromacopia a été un gros morceau à digérer pour lui, même au niveau de la tournée, il a dit carrément qu'il en avait marre. Là, il sort un projet comme ça, sans trop de promo, qui dit juste aux gens, hey, lâche ton téléphone et juste enjaille-toi, et ça marche trop bien. Et au-delà du super hommage que Tyler, The Creator rend au hip-hop et au R&B des années 90-2000, il vient surtout remettre au centre une discussion plus qu'importante pour la musique actuellement. C'est qu'à la base, la musique, c'est là pour nous faire bouger, pour nous faire ressentir des trucs, et pas forcément pour décortiquer, chercher des sous-tons, etc. Parfois, c'est quelque chose de très primaire. Nous avons enfin eu droit à la suite de la saga et de la narration qu'a commencé Ethel Cain sur Preacher's Daughter. Alors entre temps on a eu le droit quand même à un album un peu expérimental, dark ambient, chelou, qui était en vrai pas trop mal, moi j'ai beaucoup aimé. Mais là sur ce dernier projet on retrouve vraiment l'essence de l'artiste avec des guitares vraiment hyper mélancoliques, sa voix fantomatique et surtout sa narration et son world building que je trouve hyper intéressant. Elle a vraiment réussi à créer un album hyper cohérent, même quand parfois ça part dans des sonorités plus pop 80s comme Fuck Me Ice qui est un des meilleurs sons de l'année d'ailleurs. Et en vrai pour moi je pense que c'est son meilleur album parce qu'il vient vraiment réunir tout ce qu'elle a pu faire par le passé, que ce soit des sonorités plus à la Preacher's Daughter, on retrouve un peu de Perverse dans les morceaux un peu plus expérimentaux, un peu plus instrumentaux, tout en apportant une nouvelle touche qui vient donner une identité forte à cet album. Donc bravo Ethel Cain, merci pour ça et j'ai très hâte de pouvoir la revoir sur scène puisque la fois où j'y étais, elle est partie au bout de
3 sons. Donc voilà. Alors là on est sur une de mes plus belles découvertes de l'année, Nourished by Time, que j'avais à la base découvert plus tôt avec son projet Erotic Probiotic 2. Mais il faut dire que The Passionate Ones est beaucoup plus ambitieux, on a des productions beaucoup plus poussées, beaucoup plus chargées, même lui au niveau de sa narration, il va aller beaucoup plus deep dans sa personnalité. Genre à un moment il parle quand même du fait qu'il a fait partie d'une secte. Il a une énergie hyper particulière et une voix qui se reconnaîtrait parmi 1000, et ça c'est un indice pour les personnes qui vont devenir des superstars. J'ai déjà vu 2 fois sur scène et c'était que des concerts exceptionnels, donc branchez-vous, Nourished by Time, c'est très important, et allez écouter The Passionate Ones, qui est pour moi l'un des meilleurs projets sortis cette année. Encore un super projet R&B sorti cette année, c'est le nouveau Daniel Caesar, Son of Spurgy, qui fait peut-être partie de mes albums préférés de l'artiste. Déjà la première chose que j'ai adoré avec cet album, c'est son rollout. Je trouvais ça trop intéressant de faire une série de concerts gratuits en pleine nature pour promouvoir son album et les sons qu'il allait sortir. Et au-delà de ça, le projet était juste magnifique. Daniel Caesar parle de son père, il parle de la religion et de la relation entre les deux aussi. Le tout sur des sonorités qui varient entre folk, gospel, soul, R&B et rock aussi un petit peu parfois. D'ailleurs je parlais de Bon Iver juste avant, il a de très belles apparitions sur le projet. Gros big up au morceau Moon que je trouve magnifique. L'outro de ce son, pardon. Donc voilà, merci Daniel Caesar pour ce très très beau projet. On peut enchaîner tout de suite avec le 12e album de la sélection. Je vous en avais déjà parlé dans le top album 2023 et Olivia Dean a encore frappé avec son nouvel album The Art of Loving. Un projet qui mélange soul, jazz, pop, R&B, elle sait tout faire, elle est trop forte. La différence avec la dernière fois, c'est qu'Olivia Dean est devenue une superstar entre temps et c'est passé par un très bon choix de singles, de performances live, de clips aussi qui se base un peu sur un délire jungle, chorégraphie avec le décor qui change. Et puis pour finir, un magnifique album qui parle d'amour, mais attention, pas comme tous les albums qui nous parlent déjà d'amour. Ici on vient vraiment explorer toutes les facettes de l'amour, sur la façon dont on traite un partenaire, comment on se fait traiter en retour, quels sont les modes d'amour qui nous correspondent le plus. C'est vraiment un témoignage qui mêle joie et vulnérabilité et le résultat final est plus que réussi. D'ailleurs, mention spéciale au morceau Something in Between qui est mon morceau préféré de l'album et qui résume un peu tout ce que je viens de dire par rapport à ce projet. Bravo Olivia Dean. Bah non, c'est ça. Évidemment que si tu mets Larry June, 2 Chainz et The Alchemist dans la même pièce, tu vas avoir un album qui transpire l'opulence. Ça vit sur un yacht, ça mange du saumon et du cream cheese au réveil, tout est là pour te rappeler que leur vie est bien meilleure que la tienne. Et en vrai, ça marche trop bien, j'ai adoré le délire ego trip du projet, mais toujours de manière très classe, très luxury music. Ça se dit ça ? Très musique de luxe. Là, ce qui va vraiment justifier sa place dans mon top, c'est la longévité, c'est-à-dire qu'il est sorti dans la première moitié de l'année et je continue encore de l'écouter aujourd'hui parce que ça me fait autant kiffer. Et en plus, au-delà du rap très ego trip de 2 Chainz et Larry June, The Alchemist fait un taf de ouf au niveau des productions pour rendre le délire vraiment contemplatif, californien, solaire. En vrai, la pochette décrit littéralement ce qui se passe quand t'écoutes l'album. T'as l'impression d'être posé sur le pont de ton bateau en plein soleil en train de boire un cocktail et ça... c'est un pur régal. Alors, nous nous apprêtons à rentrer dans le top 10 de mes albums de 2025 et juste avant de pouvoir nommer les derniers projets qui vont figurer dans la sélection, je tenais à faire un clin d'œil à certaines sorties qui n'ont pas compté dans ce top pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'EP, de mixtape ou de réédition et donc du coup c'est compliqué de les mettre au même niveau qu'un album studio. Dans la liste, nous avons les très bons EP de Sekou et Michel. On retrouve aussi évidemment Gabriel Jacobi qui pour moi a sorti de très très loin l'un des meilleurs projets de l'année. Je voulais aussi mentionner Metro Boomin qui a sorti une très bonne tape cet été qui s'appelle Futuristic Summer où il reprend un peu des sonorités très Atlanta des années genre 2014-2016 et honnêtement ça fait trop du bien parce que je trouve qu'il s'enfermait vraiment beaucoup dans le même schéma depuis le début des années 2020. Là c'est fun, c'est solaire et surtout ça m'a transporté directement dans des trucs que j'écoutais quand j'étais au lycée, donc merci à lui. Spoiler alerte, le projet de Theodora ne figure pas dans le top album pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une réédition et j'avais mis Bad Boy Love Story dans mon top l'année dernière donc je trouvais ça un peu bizarre de mettre la réédition dans mon top cette année alors que ça se base sur la même base de projet on va dire. Mais attention, on s'entend bien, Theodora a à la fois sorti l'un des meilleurs disques de 2024 et de 2025, donc ça me paraissait quand même normal de la mentionner, mais vous savez maintenant pourquoi elle ne figure pas dans le top général. Dans la liste des mixtapes que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année, on retrouve le projet de Dominic Fike, Rocket, que j'ai vraiment écouté tout l'été. Il y a aussi le projet de Saba avec No ID qui à la base figurait dans le top avant que je fasse un peu des changements pour mettre de côté les mixtapes pour pas tout mélanger, mais clairement ce projet là, foncez l'écouter, c'est l'une des meilleures choses de 2025. Je vais quand même saluer Lana, donc la réédition de SOS de SZA.
qui est sorti à la toute fin 2024, mais qui du coup moi a vraiment évolué avec moi sur le début de l'année 2025. Et enfin le dernier projet à ne pas figurer dans le top général malgré sa grande qualité, c'est Balloonerism de Mac Miller, tout simplement parce que c'est un projet qui a été réalisé il y a plus de 10 ans. Alors oui, il a été réédité cette année, mais je trouvais ça pas hyper logique de le juger de la même façon que des albums qui ont été conçus dans les 3-4 dernières années. Et puis pareil, c'est une mixtape qui joue un peu un double rôle avec Faces, donc c'est pour ça que je l'ai mis de côté, mais c'est un projet qui m'a vraiment beaucoup marqué en 2025 en tant que grand fan de Mac Miller, mais ça vous savez. Ceci étant dit, nous allons pouvoir rentrer dans le top 10 de ma sélection d'albums 2025, et sans plus tarder, on commence avec la 10e position. Je vais pas faire genre, je suis nouveau dans le train Joe. Oui, je savais que c'était Steve Harrington dans Stranger Things, oui, je savais qu'il faisait de la musique, mais à vrai dire, je m'étais jamais vraiment penché sur ce qu'il faisait de manière sérieuse. The Crux a été mon introduction à son univers, et quelle introduction en fait. C'est hyper propre, il y a des influences pop, rock, il y a un truc très 70s à l'intérieur de l'album, on sent un petit peu de Beatles, de Fleetwood Mac, c'est vraiment hyper bien fait. En plus, s'il vous plaît, admirez-moi la pochette de ce projet que je trouve magnifique, qui est d'ailleurs aussi très belle dans la version deluxe qu'il la propose de nuit. Et au-delà de ça, la narration de ce projet est hyper intéressante. On parlait de Saya Gray un peu plus tôt, qui avait fait une sorte de album de rupture un peu en mode voyage et tout. C'est pareil sur The Crux, c'est un projet qui vous invite à prendre la voiture et juste à rouler en écoutant l'album. Joe nous fait vraiment une démonstration de talent sur cet album, et ça s'est aussi vu sur scène parce que j'ai pu aller à son concert et c'était un de mes meilleurs concerts de l'année d'ailleurs. Donc si jamais vous n'avez pas été au-delà de End of Beginning, vous devez vous pencher sur The Crux parce qu'en plus on retrouve plein de morceaux qui ont un peu la même vibe que celui-ci. Le tout dans un ensemble encore plus complet, encore plus riche, avec une narration vraiment très réussie. Bravo Joe, et nous on peut passer au 9e album de la sélection. Franchement, depuis 2024, on est sur un très bon cru de blanc. Non mais à un moment donné, faut être sérieux, tu vois. Si je vous parle très sincèrement, Swag est le 2e album que j'ai le plus streamé en 2025. Alors pourquoi il se retrouve à la 9e position? Je vais déjà vous donner ses qualités. Justin Bieber nous a pondu un hommage au R&B des années 80, 90, 2000, hyper réussi. Il y a des synthés magnifiques, il y a des trop bons riffs de guitare, il y a un peu le fantôme de Michael Jackson qui vogue au-dessus des projets. Parce que oui, je mets Swag 1 et Swag 2 dans le même panier, je me voyais pas dissocier les deux, même si leur proposition est quand même assez différente. Il y a quelque chose d'hyper soulful qui se dégage des projets. Justin Bieber est hyper cheesy et hyper loverboy. En vrai, c'est juste loverboy. Et mon appréciation de l'album a vraiment évolué parce que je me rappelle qu'à la première écoute, j'étais vraiment en mode ok, les sonorités sont trop bien, par contre les paroles me sortent complètement du truc parce que c'est vraiment un peu ringard parfois. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qui est bon au final? Mais Swag, c'est vraiment un de mes gros highlights de l'année. Je suis addict aux morceaux, que ce soit Go Baby, First Place, Daisies, All I Can... Non, c'est trop fort. Mais, et oui, parce qu'il y a un mais, s'il se retrouve à la 9e position, c'est aussi parce que c'est un projet qui part un peu dans tous les sens. Et en vrai, je l'ai beaucoup streamé, mais j'ai surtout beaucoup streamé une partie de l'album. Les vieilles interludes là avec Drusky, absolument horrible d'ailleurs, les espèces de démos où les morceaux qui se répètent font que rallonger la tracklist, pas avec grand intérêt. Ce qui fait que je peux pas trop le comparer avec les albums qui vont arriver juste après, parce que pour le coup, ces albums, je les écoute de A à Z sans m'arrêter. Swag, il m'arrive quand même de passer quelques skips à chaque écoute. Évidemment qu'il y a un côté fanboy qui rentre en jeu avec le fait que McGee ait participé à la production de l'album. Dijon, décidément, on va revenir sur Dijon, ne vous inquiétez pas. Et même avec la présence de Eddie Benjamin et toute l'équipe de All Star qui a participé à la production de l'album, on sent vraiment que le R&B est en train de vivre une renaissance que je trouve hyper intéressante. Et en plus, les moteurs de cette renaissance sont des artistes issus de scènes pas du tout mainstream, donc ça fait extrêmement plaisir. Swag est un album qui fait débat, je vous invite à vraiment ne pas vous arrêter au fait que c'est Justin Bieber et que vous avez des a priori sur sa musique, parce que pour le coup, quand un album est bien fait, que les hommages sont réussis, on peut que féliciter en fait. Nous y sommes enfin, le moment où on va parler de Dijon, ça fait 40 fois que je le mentionne dans la vidéo, c'est maintenant, c'est ton moment Dijon. Baby est mon 8e album préféré de 2025, et en plus Dijon est au-delà de ça, peut-être l'artiste de l'année, on l'a vu partout dans les collaborations, dans tout ce qu'il a entrepris au niveau de sa musique. Le mec a réussi à créer et façonner un style un peu scratchy, un peu brouillon, mais qui est hyper sincère, hyper authentique, qui est venu s'implanter dans le mainstream cette année. Absolutely est déjà un monument et c'était son premier album studio. Baby est complètement dans la continuité de tout ça. La différence, c'est qu'on va mettre un peu plus de côté la partie mélancolique que représentait Absolutely pour partir sur un projet beaucoup plus célébratif. Dijon parle de sa paternité, de son amour, c'est une vraie célébration de vie. Pareil, c'est soulful, ça vient du cœur, c'est un hommage à plein de styles différents qui vont du R&B au rock en passant par la pop. Bravo Dijon pour cette année 2025, c'était magnifique à suivre. Merci de nous avoir fait le morceau Yamaha, pour ça je te serai éternellement reconnaissant. Et on passe à la suite.
On continue avec nos blancs de qualité puisqu'on va parler de Geez qui ont connu une année aussi formidable. Je vais pas faire genre je suis rentré dans Geez cette année et en même temps Getting Killed était pour moi la meilleure porte d'entrée possible. Album qui a également été mentionné dans le calendrier de l'Avent et Vinyl 3000 dit quelque chose de très intéressant dans la vidéo, c'est qu'il parle d'une forme primaire en fait, c'est exactement ce qui se dégage de cet album. On a Cameron Winter au chant qui a une voix vraiment particulière, qui a parfois crié, qui a parfois râlé, on a l'impression de suivre la folie d'un mec qui évolue sur un album. Les productions sont hyper aléatoires, des fois ça va être calme, parfois c'est complètement explosif et au milieu il y a des morceaux que j'ai trouvé absolument magnifiques. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous pencher sur Geez, c'est le moment de le faire. Je pense que les morceaux les plus faciles d'accès vont être Au pays du cocaine et Taxes, mais le mieux c'est que vous écoutiez l'album dans son entièreté parce que ça fait partie des meilleurs albums de 2025. De retour dans le R&B avec le très talentueux Blood Orange et son projet Essex Honey. J'avais déjà dit en vidéo mais c'est typiquement le genre d'album qui sort pile poil au bon moment. C'était une journée pluvieuse, on était en plein mois d'août, c'est assez bizarre. Et là Essex Honey débarque et c'est vraiment un projet qui transpire l'Angleterre, mais l'Angleterre un peu nuageuse pluvieuse, tu vois. Quand t'écoutes l'album, t'as vraiment l'impression de te balader dans une campagne perdue d'Angleterre avec la pluie qui tombe, les pavés mouillés, etc. Il y a un trop bon travail au niveau du choix des collaborations et j'insiste sur le mot collaboration parce que pour moi c'est très différent des featuring. Là Blood Orange a vraiment intégré les artistes à ses compositions, des fois ils ont juste un passage vocal et ça change toute la chanson. C'est un magnifique projet qui parle de l'enfance de Blood Orange, de son éloignement de son pays natal, sûrement l'un des témoignages les plus beaux et les plus sincères de 2025 et qui donne naissance à un album aussi complet que riche, que beau, que émouvant, tout ce que vous voulez. J'ai été conquis dès les singles, mais l'album n'a fait que renforcer mon appréciation du travail de Blood Orange, donc vraiment, allez écouter cet album, c'est trop bien. On s'est retrouvés par hasard. Là je suis trop content parce que je vais donner de la force à un artiste extrêmement talentueux et peut-être que vous vous attendiez pas à ce qu'il se retrouve dans mon top 5, mais Oscar Remsch a sorti l'un des meilleurs albums de 2025. Ça s'appelle Ma Voix, c'est un projet qui prend des influences R&B, folk, pop, rock, le mec est multi-instrumentiste, il a une oreille musicale de malade, il est autant fan de Maggie que de Stevie Wonder, de D'Angelo et en fait tout ça, ça se sent dans l'album. Un album dans lequel il va parler de sa famille, de son enfance, de son rapport avec les femmes de sa vie et ça concerne d'ailleurs sa mère, sa sœur mais aussi ses partenaires et c'est honnêtement l'un des trucs les plus rafraîchissants que j'ai écouté cette année. Je vous l'avais dit dans la vidéo du calendrier mais j'ai pu faire une interview avec Oscar Remsch qui devrait sortir début d'année prochaine si tout se passe bien. L'évidence de cet album pour moi c'est Mumu et c'est l'un des morceaux préférés d'Oscar Remsch et c'est peut-être le plus accessible aussi si vous voulez découvrir son univers. Mais vous pouvez aussi compter sur des morceaux comme Ménage, comme Country, comme Demain, comme Les Moyens pour vous choquer. En tout cas penchez-vous sur Oscar Remsch, c'est vraiment pour votre bien, c'est de la musique qui fait du bien à l'âme, tout simplement. POV kilos in my mind, back take Amtrak down south, then she flies back. À la 4e position, nous avons nos tontons préférés, Clips, Pusha T et Malice avec l'album Let God Sort Them Out. Du comeback qui comeback. Honnêtement, comment ça fait 10 ans que t'es en pause dans ta carrière et tu viens out-rap ton frère sur un album commun. C'est pas normal ça. Pareil, je parlais de musique de luxe, Clips transpire l'opulence aussi, mais d'une autre façon. Les deux frères sont vraiment là pour te rappeler qu'ils ont une âme beaucoup plus pure que la tienne, qu'ils font beaucoup plus d'argent que toi, et qu'en vrai, toi tu vaux que dalle par rapport à eux. Et pour le coup, 2025, ça a un peu été l'année justement des anciens. Il y a eu plein de comebacks de rappeurs, mais qui souvent restaient quand même pas mal ancrés dans ce qu'ils faisaient de base. Là, pour le coup, Clips a pas essayé de se recycler ou de faire un revival de leur premier projet. On a vraiment un truc qui transpire 2025. En plus, le bail a été produit à Paris, il y a Pharrell qui a toujours sa patte dessus. Et à la fin, ça donne un résultat qui est à la fois ego trip, qui est à la fois touchant, qui est à la fois sincère. Il y a des morceaux absolument magnifiques. L'intro de l'album où ils parlent de leurs parents, pareil, son de l'année. L'album a vraiment été salué par la critique et à juste titre, c'est l'une des meilleures choses que j'ai écoutées cette année. Et en plus, j'ai eu la chance d'assister au concert où Pharrell est monté sur scène et croyez-moi que ça n'arrivera pas de sitôt. Bref, bravo à Clips pour ce comeback. Et là, on rentre directement dans le top 3 de mes albums préférés de 2025. À la 3e marche du podium, j'ai décidé de placer le dernier album de Rosalia, Lux, un album phénoménal. Comment ça tu aimes autant et tu étudies autant la musique au point de faire un album de musique classique populaire? Il y a trop de trucs qui sont liés à cet album. Mon expérience de première écoute avec Amri d'ailleurs qui a été vraiment game changer je pense dans ma façon dont j'ai apprécié l'album. Les thématiques qui sont abordées, que ce soit liées à la féminité, à la religion, à la foi, à l'amour, tout est hyper bien maîtrisé. La qualité des productions, en fait il se passe tellement de choses dans cet album, j'ai toujours pas fini de le décortiquer et peut-être que je vous ferai une vidéo dessus un jour. On sait pas. Ce qui est fou avec cet album, c'est que le style qui a été choisi est pas censé être accessible et pourtant
il se trouve que ça marche très bien, et même Rosalia est surprise de ça. Et en même temps, t'as l'une des meilleures vocalistes de notre génération, l'une des meilleures musiciennes de notre génération, l'une des meilleures autrices de notre génération, donc évidemment que t'as un classique instantané avec Lux. La frérot parle quand même 13 langues dans son album, il y a une diversité de sonorités qui est juste affolante. Bref, même si le projet est sorti très récemment, je trouve que la 3e place est plus que méritée pour Rosalia. Et j'ai juste trop hâte de la voir en concert, parce que tu me fais un album comme ça, avec un orchestre, etc. Sur scène, je pense que ça va être une folie. À la 2e place, la France, que dis-je, Poitiers rayonne puisque nous avons Okelou avec son album Choking Off. Ça a été extrêmement agréable de rentrer dans le train Okelou cette année. Je la suis pas depuis hyper longtemps, je vais pas faire genre non plus. J'ai commencé à l'écouter en fin d'année dernière lorsqu'elle a sorti les singles pour Choking Off et j'étais complètement conquis parce qu'elle avait sorti. Et lorsqu'on a pu écouter le projet complet, je savais que son statut allait drastiquement changer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Okelou est l'une des futures grosses pop stars qui va exploser. On le voit avec la réédition, son featuring FKA Twigs et même sa popularité qui augmente petit à petit. Mais ce qui m'a le plus touché avec Choking Off, c'est l'innocence qui s'en dégage, la façon dont tout a l'air facile pour Okelou. Il y a un côté très enfantin, d'ailleurs c'est un des thèmes principaux de l'album, ça parle de l'imaginaire des enfants et Okelou s'est basé là-dessus pour construire le reste de son projet. C'est à la fois électronique, c'est ambiance et pop, mais dans tous les cas c'est extrêmement bien réalisé. Bravo à Okelou pour son année qui a réussi à encore plus s'exporter à l'international et même en France, parce qu'à la base elle n'était pas si connue que ça en France. Elle a même fait un Tiny Desk, elle a pu tourner aussi aux États-Unis, bref c'était vraiment trop cool pour elle. Ici depuis le début de l'année ça stream Choking Off, donc c'est normal que le projet occupe une place très haute dans ce classement. Gros big up aux morceaux Blade Bird, Want to Wanna Come Back, Harvest Sky ou ICT. Ah oui, ICT c'est un classique. Et on va pouvoir passer au premier album de ce classement. Et je sais pas pourquoi je fais du teasing, parce que je pense que vous savez déjà quel album occupe cette place. Oui, non mais c'est sûr, vous savez en fait. Et oui, évidemment que Debit Las Photos est mon album préféré de 2025 et il y a un nombre incalculable de raisons qui l'expliquent. Déjà, l'album est sorti le 5 janvier. On était à peine rentré dans 2025, on avait déjà un classique et j'avais déjà mon album de l'année. Perso, je suis fan de Bad Bunny depuis genre 2019-2020 et j'ai adoré suivre son parcours, adoré suivre son évolution et son explosion dans le mainstream. Et le voir en 2025 enfin bénéficier d'une sorte de reconnaissance globale, parce qu'il a toujours été apprécié, il a toujours beaucoup marché, mais il y a eu une sorte de mépris pendant très longtemps autour de sa musique et la musique reggaeton, hispanophone de manière générale. Là j'ai vraiment l'impression qu'avec Debit Las Photos, Bad Bunny a réussi à mettre un peu tout le monde d'accord et tout le monde s'est accordé à dire que oui, ce gars est trop fort et oui, cet album est exceptionnel. Il vous a fallu un peu de temps, mais je suis quand même content que vous soyez réveillés. Tout est magnifique à propos de cet album, que ce soit l'hommage évident à la culture caribéenne et à Porto Rico de manière plus spécifique. Tous les messages politiques anticolonialistes sont hyper prononcés et je trouve qu'on n'a pas assez mis de respect sur Bad Bunny pour avoir été aussi clair dans sa démarche. Parce qu'avoir un artiste aussi connu qui utilise sa voix à des fins politiques et pour se dresser face aux États-Unis, honnêtement, il n'en existe pas d'autre que Bad Bunny. Et même au-delà de ça, c'est hyper riche en sonorité, en storytelling. Bad Bunny a fait un taf monstrueux et le succès qui a découlé de l'album pour moi est entièrement mérité. Il a réussi à faire vivre son album de manière organique du début jusqu'à la fin de l'année et c'est pas fini parce qu'il y a sa tournée qui arrive juste après et son Super Bowl qui va être forcément hyper historique. J'ai assez parlé de mon top album, j'ai hâte de savoir le vote, donc dites-le moi en commentaire. Et avant de terminer cette vidéo, il faut qu'on passe avec Amri pour vous présenter les résultats de votre top album de 2025. Les amis, on se retrouve dans ce nouveau décor qui a été concocté par Amri, Salomé qui est là-bas, et moi-même, pour passer à la révélation de l'année finalement, votre top album 2025. Amri, est-ce que tu peux nous redire très vite fait comment ça s'est passé, quels ont été les critères, etc. Bien sûr, alors on a demandé à tout le monde sur Instagram via un petit formulaire de nous citer leur top 5 albums de l'année, sachant que selon la classification dans laquelle vous nommiez les albums, l'album avait de plus en plus de points, donc votre album numéro 1 avait 5 points, le deuxième en avait 4, 3, 2, 1, etc. Donc moi je me suis occupé de tout réunir et j'ai hâte de te montrer tout ça. Donc on va commencer à 25 parce que je me suis dit qu'il y avait des trucs intéressants entre 20 et 25. Allez, allons-y. À la 25e place du podium, on a un album sorti le 8 août de 2025. C'est Black Star de Amarae qui récolte 45 points. Ok. Donc les gens l'ont bien kiffé. La cover est très cool d'ailleurs. La cover est très cool et c'est vrai que j'en ai discuté récemment avec Pookie, qui me disait qu'elle était un peu déçue. Et c'est vrai que moi-même, j'étais en mode « Ah, l'album n'a pas autant marqué que Fontaine Baby qui était sorti il y a 2 ans, je crois. » Parce qu'il y a un délire dans la cover qui est très joli, très réappropriation des codes, etc. et tout. Et au final, dans l'album, c'est un album qui voulait grave plaire à la scène américaine. Et du coup, moi, il m'a pas tant marqué. Mais je comprends pourquoi il est dedans, parce qu'il est quand même très fun et Amare est une artiste vraiment très talentueuse, donc ouais. À la 24e place, il y a un album qui est sorti en tout début d'année, qui toi je crois il a pas trop résonné en toi. Ah, c'est Sexua ? Ouais, c'est Sexua. Ah bravo, tu connais ta commune. Ça va. Sexua, ouais, intéressant. Qu'est-ce que t'as à dire dessus ? En vrai non, ça me surprend pas parce que genre l'album a grave marché en fait.
Les gens ont grave kiffé. En fait, moi, ce que j'avais à reprocher pour cet album-là, et je l'avais dit en vidéo, c'était pas tant la qualité. Si, c'était un peu la qualité, en vrai. C'était clairement la qualité. En fait, mon problème avec Asexual, c'est qu'on a essayé de nous vendre un concept avant de nous vendre un album. Et j'ai trouvé ça. En fait, j'ai trouvé que c'était le premier symptôme du phénomène Brat. C'était en mode, l'album est toujours pas sorti, on sait pas encore exactement comment il va sonner, et on est déjà en train de te dire c'est quoi être Asexual, c'est quoi comme lifestyle et tout. Grave comme ça avait fait pour Brat, sauf que la différence, c'est que Brat, c'est les fans qui se sont appropriés le terme et qui en ont fait ce que c'est devenu. Là où en fait je trouve qu'avec Asexual on a essayé de nous vendre direct un truc sans même qu'on ait l'album. Et je trouve qu'une fois que l'album était sorti, bah c'était un album genre de pop avec des influences dance, rave vite fait, tu vois. Mais je trouvais que c'était pas tant respecté. Par contre, la tournée était vraiment très cool. Je trouve qu'elle donne d'ailleurs un truc en plus. Les visuels, les clips, elle est trop forte, elle danse trop bien. Mais le contenu en lui-même, j'étais en mode... Tout ce bazar pour ça. Ouais. Bon. Du coup, je pense que la réédition, tu t'y es même pas forcément intéressé. Pas tant, mais pourtant les gens ont dit qu'elle était mieux que l'album de base. Ah ouais. Et ça, c'est un autre Ok, problème, je c'est que je suis en mode, comment ça on doit attendre la réédition pour avoir un meilleur produit que l'album, tu sais, genre, fou. c'est chelou. Mais bon, je comprends. Parce qu'il y a des bons sons dedans en vrai. Il y a des bons sons. Comment il s'appelle mon préféré? Asexual, Girls Fit Good. Non, Striptease. Ah, Striptease, ouais. Striptease, incroyable. Clip tourné à Paris aussi. Ensuite, on a un album qui est très commu Maxime. Maxime Core, ok, c'est Rocket de Dominique Fike. Ah Sorti aussi en août, du coup, qui amasse 51 points. Qu'est-ce que t'as à dire sur cet album? Et bah moi je l'ai trouvé vraiment trop cool. Je l'ai pas mis dans mon top album parce que c'est une mixtape et du coup je voulais pas commencer à mélanger tout. J'ai eu du mal à sélectionner les 20, même pas 50 albums, putain. J'ai eu du mal à les sélectionner de base. Du coup je l'ai retiré pour me simplifier la tâche, mais si je l'avais ajouté, je pense qu'il serait top 10 facile. Je crois que c'est un des projets que j'ai le plus écouté cette année. On sent que les artistes comme Dijon et tout commencent à avoir vraiment de l'impact sur la façon de construire les morceaux un peu scratchy ou les trucs en l'impression qu'ils sont pas finis mais en même temps c'est très stylé. Et ça, Dominique Fike l'a vraiment très bien fait. Et j'adore ce qui va sortir en prochain gros album parce qu'au final, je trouve que depuis 2020, il a pas sorti de vrais gros projets parce que Sunburn, qui était c'était mon album préféré de 2023, en fait c'était une collection de morceaux qui était sorti genre en 2020, tu vois. Et du coup, je suis en mode, qu'est-ce qui nous a vraiment cook? Un album vraiment fini de sons qu'il a fait récemment, j'ai très hâte de voir ça. Mais Rocket, exceptionnel. Alors, 22e place, 52 points pour un album qui apparaît dans le décor, qui pour moi était un vrai bon album. C'est Addison Rae? C'est Addison Rae. Tout à fait, avec son album Addison. Alors, Amri a fait une propagande Pas tant. d'un... Ok. Moins que Okelu ou Ino, genre. Mais Oui, moins que Okelo et Ino. J'ai vraiment trouvé l'album cool. Je trouve que pour la pop, c'est grave bien ce qu'elle a fait. En plus, elle a travaillé avec très peu de gens, je crois. Ils sont 3. Ils sont trois Trois, sur le... trois, Ouais, c'est ça que tu trois me disais. Et ça, c'est vraiment honorable pour le coup. Moi, ma seule réserve, elle est plus sur ce qui se passe autour et je suis en mode, ma sœur, c'est tellement plus simple quand t'es déjà hyper connu Bien sûr. et que t'es praise par toutes les girlies populaires du moment. Donc forcément, quand ton album arrive, bah, il est hyper attendu. Par contre, le travail est fait. Donc, ne se prononce pas, tu vois. Ok. Mais moi, non, j'ai vraiment kiffé le projet. Je l'ai écouté genre plusieurs fois. Et j'étais en mode, c'est fun, c'est cool à écouter. Mais c'est plus en mode, moi, la hype qu'il y a autour, j'étais vachement. Ça faisait très Nepo Baby, quoi. Ça faisait Ouais, en mode, ouais. bah là, on parle pas d'une nobody qui sort son premier album. On parle de quelqu'un qui est déjà bien en place, qui a l'entourage qu'il faut, qui a les contacts qu'il faut. Et donc, forcément, ça donne un album. Mais il y a des gens avec ces contacts-là, ils font pas des bons albums. Exactement. Donc, Oui. bravo à elle. En vrai, hâte du coup de voir le second. Oui, en fait, c'est ça qui va qu'elle déterminer. S'inscrire dans quelle démarche artistique est-ce qu'elle va s'inscrire? Ouais. Et comme ça, on va pouvoir voir si c'est quelqu'un qui l'a produit. En tout cas, les critiques adorent, les gens adorent. Alors, le 21e, moi, je peux te dire que sur cet album, que la couleur liée à cet album, genre, il y a une collab avec Pantone. Ah, c'est Bon Hiver. C'est Bon Hiver, ouais, totalement. Avec La Sable couleur Fable. saumon. qui est juste Il là. est où d'ailleurs? Ah oui, il est là. il est là. Il était dans mon top album, donc pas de surprise. Vous avez très bon goût, bravo à vous. Papa heureux, comme t'avais dit. Papa comme t'avais dit juste heureux. avant. Non, pas papa, juste Ah. heureux tout court. Juste fini la dépression, genre. Oui, Papa heureux, c'est qui? C'est Dijon, Earl Sweatshirt et Justin Bieber. Beaucoup de Papa heureux. Beaucoup Ouais. de papa heureux. Top 20, enfin du coup le 20e album, il est sorti le 11 juillet Bah c'était pas Swag. Parce qu'il y a un... Donc c'est l'autre album qui est sorti le même jour que Swag, je crois. d'un mec qui a feat avec Justin du coup. Ah, c'est Giveon. C'est Giveon, Ah, ok. exactement, avec Beloved. Moi je l'ai pas trop pris. En Ok. fait je l'ai bien kiffé. Il y a le vinyle qui doit traîner par là et je crois qu'il est là. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Le single 20s était vraiment bien. Et en fait le truc c'est que il a un cheat code de fou Giveon, c'est qu'il chante trop bien. Genre il a une voix qui est vraiment particulière. Mais moi j'avoue j'ai jamais accroché à un de ses albums en entier. Ouais. C'était que des sons isolés et ça a fait un peu pareil avec ce projet là. Où genre je vois la qualité, je vois que c'est bien. Mais ça va pas me toucher plus loin que ça.
mais je comprends pourquoi il est dedans. On arrive maintenant à la 19e place. Alors, ça va commencer avec un album français. Vas-y, qu'est-ce que tu penses quel album est à la 19e place? Les 4 albums majeurs de cette année où tout le monde parle, c'est Théodora, Ino, Petite Sœur. Non, c'était Petite Sœur, Femme Togo et Néofrone. Ok. Vous m'avez harcelé pour parler de cet album comme si j'étais le règlement finalement. En vrai, je l'ai écouté, c'était bien. Mais en fait, je pense qu'il y a une grosse dissonance entre le fait que l'album est intéressant, que ça aborde des sujets cool, et le fait qu'il y ait plein de gens qui l'aient mis genre comme si c'était la révolution du siècle, alors que pas tant, tu vois. Genre, je pense que pour la scène francophone, le scène rap francophone, oui, c'est globalement novateur et c'est des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, même si c'est pas la première fois que c'est abordé. En tout cas, avec cette franchise-là, peut-être c'est la première fois. Ouais. Mais c'est des trucs qu'on a déjà entendus autre part, et du coup, ça, j'étais en mode cool qu'on donne du gaz. Grave, Kali, tu vois aussi, de donner la visibilité à ces artistes-là. Mais j'étais en mode, vous en faites trop. Moi, j'avoue, il y a l'album d'Ino qui est sorti le même jour. Donc, pendant une semaine, j'écoutais que Ino. Ouais. Mais en vrai, il est intéressant, même dans la démarche, tu vois, un coming out dans le rap, ça reste quelque chose d'important. Là, t'as une femme trans qui fait du rap. En plus, il y avait le grunge juste après, donc t'avais tout cet effet d'engouement. Les sujets sont importants. Ouais. Vraiment, les prods sont léchés. Tu vois, il y a un truc un peu métallique, vomitif. Alors, limite. Moi, je trouve ça cool. Moi, je suis d'accord pour la première moitié, qui est comme ça. Ouais. Par contre, quand il part en délire emo rock bizarre, c'est moins ton truc. Non, en vrai, c'est pas bien. Non mais en vrai, ça sonne un peu cliché. Et c'est là où ça m'a déconnecté, c'est-à-dire que t'as vraiment la première moitié qui est hyper intense, qui te met vraiment dans une ambiance. Et ça, je le reconnais de fou, c'est vrai, genre. Ça, je l'ai vraiment ressenti. Par contre, tu passes après où ça part en délire émo chanté, et je suis en mode. J'ai aussi été moins pris par la Tu vois, ouais, il y a un truc où ça passe moins. Je pense que c'est un album qui est très. Et qui fera jamais l'unanimité dans le sens où c'est soit tu te connectes à ce qui est raconté parce que vécu, parce que je sais pas quoi, soit tu passes à côté, tu comprends pas le délire, et du coup il y a pas d'entre-deux, je trouve. Et moi je suis plus dans la catégorie, il y avait pas besoin d'en faire autant. Il y a une communauté pour laquelle cet album est très important. Voilà, de ouf. Et c'est trop cool, mais je capte que dès que c'est du rap qui s'éloigne un peu des codes dont on a l'habitude, on a envie d'en faire tout un plat. Beaucoup de gens qui n'écoutent quasiment que ça, pour eux c'est l'invention de l'année, tu vois. Et moi ce qui m'a un peu pas dérangé mais qui m'a un peu fatigué, c'est que j'étais en mode après la tête que si vous vous intéressez à d'autres trucs, il y a plein de projets comme ça qui vont être un peu deep, qui vont aborder des sujets vraiment lourds. Donc je suis en mode moi qu'on donne du respect sur ce projet-là, qu'on mette de la lumière, trop cool, mais du coup ne pas prendre la position du c'est le seul album de tous les temps à aborder ces sujets-là, c'est une révolution, nan, parce que c'est pas vrai. Mais c'est important que ça existe. Et arrêtez de me harceler du coup. Alors à la 18e place, on a un album d'une artiste qui a fait plusieurs Bercy cette année. Lady Gaga. Ouais, Lady Gaga avec Mayhem. Sorti le 7 mars. Mon problème, c'est que je l'ai écouté qu'une fois, je crois. Ouais, pareil. Et je pense que ça arrive à un moment où il y avait d'autres trucs que je kiffais bien. Je sais que c'était aux alentours, moi, au moment où je me suis mis à vachement écouter Oscar Remsch, à vachement écouter genre le Larry June qui était sorti aussi. Et du coup, je suis passé grave à côté. Pourtant, c'est un phénomène, tu vois. Donc je suis un peu deg parce que je pense qu'il faut que je me repose et que je le réécoute. Parce que je pense qu'il y a quand même du bon là-dedans. Mais j'ai l'impression qu'il a pas hit là où il fallait. Donc je suis un peu deg. Je comprends pourquoi il est là parce que la commu est hyper forte et en vrai c'est un des albums les plus populaires de cette année. Ouais. Mais j'avoue que je suis un peu deg d'être passé à côté. Genre ça me le fait rarement mais là j'étais en mode putain je comprends pas, ok. Mais j'ai hâte de le réécouter. 17ème place, un album qu'on a écouté ensemble pour la première fois, qui est sorti au mois de juin. Moi je suis passé à côté 100%. On l'a écouté ensemble mais vas-y, la première écoute, je l'ai pas trouvé ça mémorable. C'est Virgin de Lorde. Ah bah oui c'est pour te dire. Voilà. Ouais. Mais moi ça m'a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que Virgin quand il est sorti j'étais en mode trop bien et tout, j'ai même fait une review grave positive. Silence radio après. Je l'ai pas réécouté. Alors que pourtant les sons sont ok, genre. T'as des sons qui t'ont marqué dedans? Je crois que David. Ouais, David, mais. Clear Blue était bien, je crois. Mais c'est vrai que je suis pas retourné dessus du tout. Et en plus, j'ai pas été au concert, donc je pense que ça a pas aidé à faire durer toutes les rats et tout l'album. Donc ouais, et je pense que c'est un album qui divise de ouf. Mais je pense que Lorde depuis Solar Power ça divise de ouf. Ouais, totalement. Je pense que. Et en même temps, je comprends quand tes deux premiers albums c'est genre Pure Héroïne et Mélodrama. C'est compliqué de top avec ça. Et Virgin, je trouvais que c'était quand même un retour intéressant à plus ce qu'elle faisait avant comparé à Solar Power qui était vraiment un délire différent. Mais je pense que ça a un peu perdu les gens. Mais moi de mon côté, ouais, je suis passé complètement à côté, mais à retardement. C'est-à-dire que j'ai grave kiffé et après je t'en mode ok. Mais parce qu'il y a eu d'autres projets de fou qui sont sortis l'été. Mais oui, en vrai, c'est souvent ça. Il y a eu trop de choses. 16ème place avec 79 points, mon album de l'année. Ino Casablanca, avec bébé fait les choses. Exactement. Bah ouais, hein. Rien à dire. J'ai rien à dire. C'est trop bien. C'est normal qu'il se retrouve là. Moi, il est dans mon top de toute façon. Très mal placé selon toi, mais. Ouais, trop mal, mais c'est ok. Le racisme existe. Le racisme est partout. À la 15e place,
On a l'album de Quadeka. Jamais. Avec du coup Vanisher, Horizon Scraper. Vous puez. Dédicace à Grégoire si tu passes par là. Vous Mais- puez. Bah, Fort. Non, en vrai, l'album est cool. Non, en vrai, l'album est cool. Mais j'avoue, moi, pareil, Quadeka, c'est un des artistes où j'ai jamais réussi. En fait, je capte. Genre, je vois exactement pourquoi ça plaît, à quel point il est fort, et je suis en mode, moi, ça me parle pas tant que ça. Cet album-là, première écoute, j'ai grave kiffé, mais c'est typiquement ce genre d'album-là où t'es en mode, ah, c'est trop bien. Enfin, genre, c'est vraiment genre. Ouais. Bon, pour moi, je parle pas de manière générale. Du coup, ouais, je suis vraiment passé à côté, et même son album qui est sorti il y a 2 ans déjà. C'est quoi, c'est truc avec Haunting, je sais pas quoi. Enfin, où il y a. C'est un projet un peu plus sombre, un peu plus fantomatique, genre. Pareil, j'étais en mode, je sens que c'est trop bien, je vois qu'est-ce qui est trop cool, qu'est-ce qui plaît aux gens, mais ça me parle pas, quoi. Mais shout out à lui, parce que c'était un youtubeur de base, Quadeka. Ah ouais Ouais, c'était un Non. youtubeur. Donc c'est la musique de youtubeur, ça existe, et peut-être ça toi peut aussi, être tu en bien. feras bientôt. Non. Prochain album, enfilez vos peignoirs de soie. Pour accueillir- Kaliuchis. Ouais. Moi j'ai adoré. Moi j'ai un problème je crois avec Kaliuchis. Je dis que des trucs négatifs depuis Ouais, tout à l'heure. En fait Kaliuchis, je me suis rendu compte, en tout cas sur les 3 derniers, non en fait sur tous les albums, mais surtout les 3 derniers là où il y a eu Là, Red Moon in c'était- Venus, ouais, Red Moon. Orchideas machin. Moi Orchideas, mais ce que je veux dire c'est que pareil c'est le type de projet où je kiffe trop quand ça sort, je suis en mode oh c'est trop bon, hein, c'est trop bien fait et je réécoute quasi pas. Et le Sincerely je crois que je l'ai écouté 4-5 fois dans l'année. Ok. Alors que c'est trop bien, hein. C'est trop bizarre, je saurais pas l'expliquer. Moi je t'avoue, je trouve que c'est son album le plus cohérent. C'est une vraie trame, c'est un truc entier. Là où, vas-y, Orchideas, tu passes de va. Orchideas, c'était un truc pas assumé, c'était en mode. C'était un peu le pont entre genre l'album d'avant, on fait encore des trucs un peu néo-soul, un peu Ouais. cool, et la deuxième moitié qui est full genre reggaeton, tout ça. C'est vrai que c'était un peu moins cohérent. Là, celui-là, par contre, c'est vrai qu'il y a un travail même sur les transitions entre les morceaux Totalement. qui est absolument fou. Mais hélas, j'avoue que je suis quasi pas retourné dessus, quoi. En fait, si elle était peut-être passée en France aussi, ou si elle l'avait prévu de, Ouais. peut-être qu'on t'aurais peut-être un peu plus consommé l'album et tout. Peut-être. Parce que même, elle a pas fait grand-chose autour une fois qu'il est sorti, j'ai l'impression. Elle a fait une tournée quand même aux États-Unis. Oui, il tournait, Mais- mais il n'y a pas eu de temps de clip visuel, ou il quoi, n'y a pas non. eu temps de. Donc je pense qu'elle a laissé l'album sortir et c'est parti comme ça, quoi. Ouais. Ensuite, on arrive à la 13e position avec un album que toi, t'as pas placé My dans God. ton top, mais que tes abonnés ont grave sollicité, plébiscité, pardon. T'es pas là. Tame Impala, Ok. avec Deadbeat, qui récolte 101 points. Bravo. Bah pareil, en fait, même syndrome que Lord et un peu Kaliuchi, je pense. Projet que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai vu que quand il est sorti, il avait grave pareil fait un peu débat, les gens étaient en mode ah c'est grave décevant et tout par rapport à The Slow Rush ou Currents et tout. Et moi je j'aime bien le délire un peu spooky, un peu plus parfois électro vraiment vénère, il y a un son de 7 minutes, c'est Ethereal Connection il s'appelle je crois. Mais pareil, bah au bout de 2 semaines, je suis passé à autre chose quoi. Non sinon projet vraiment vraiment cool, il y a des gros highlights, le morceau Piece of Heaven est vraiment l'un des meilleurs morceaux que je trouve qui est sorti cette année, mais pour des raisons que j'ignore encore un peu, je peux retourner dessus quoi. Ensuite, on passe à l'album, on passe du coup, au 12e album. On a été quand même un peu surpris, nous, quand les dates de concert ont été annoncées, on s'est dit, cette personne dans cette salle, c'était étonnant. Mais finalement, Je crois qu'il parle d'Olivia Dean. tout à fait. Avec The Art of Loving. The Art of Loving. Ouais, bah superstar hein. Moi ça m'avait choqué. Ouais, c'est vrai que quand elle a annoncé son Bercy, Ouais. mais moi j'étais regardé en mode. Elle jouait à quoi la frère? Elle était en. Je sais pas, elle faisait quoi avant? Elle avait fait un Olympia, je crois. Et genre l'année d'après, elle annonce Bercy direct. Je me dis waouh, ok, elle est ambitieuse. Et en fait, l'album a grave marché. Enfin, Ouais. les singles surtout ont bien marché. Et l'album est trop bien. À voir comment ça évolue. Parce que je trouve que c'est dans la continuité, pardon, de Messi. Mais j'ai peur que prochain album, ça fasse un peu comme Lovey, tu vois. En Ok. mode, elle a une patte très particulière. Mais vas-y, au bout de 3 albums, je crois qu'on a globalement fait le tour de ce qu'elle a proposé. En tout cas, c'est le risque qu'il y a avec Lovey, je trouve. Là, Olivia Dean, je crois qu'elle arrive au tournant où c'est bon, on est placé. Maintenant, qu'est-ce que t'as à faire pour la suite? Mais avec le retour un peu des sonorités de jazz, je pense que je me fais pas de Oui. soucis. C'est Ouais, sûr que ça va marcher. C'est sûr que ça va fonctionner. Et le projet est trop cool, c'est fun, les clips sont trop bien. Content, mais toujours surpris du fait qu'elle est autant pétée. Genre en vrai, pour le coup, je suis grave heureux parce qu'à l'époque, quand j'en parlais à l'époque de Messi, je disais putain, elle mériterait d'être plus connue. Mais je m'attendais pas à que ça aille aussi loin, quoi. Donc bravo à elle. Juste derrière moi, C'est Joe! Ouais. Il est là. j'ai réussi à le choper. Bah ouais, Joe, c'est trop bien. Joe C'est avec. trop bien, Joe. Il a pas fait tant de bruit que ça en France, j'ai l'impression. Alors qu'en vrai, c'était un des meilleurs projets, je trouve, de cette année. Faut pas le voir en mode ah, c'est l'acteur de Stranger Things, c'est bon, il fait de la musique, machin, parce qu'il est vraiment très chaud en fait. Genre, il est trop fort. Donc merci d'avoir fait ça. Merci à vous. Top 10, on va entrer dans le dur là. Là, vive la France, encore une fois. Cocorico, Théodora. Théodora avec Mega BBL. Bon, je pense qu'il aurait été placé plus haut s'il n'y avait pas eu. En fait, c'est ça. Je me rappelle pas l'année dernière s'il était dedans, dans ceux des gens. Moi, il était dans le Je mien. me rappelle pas.
On ira vérifier Ouais. et on mettra marqué oui ou non juste ici. Donc c'est normal qu'elle apparaisse, il faut qu'elle apparaisse. Elle a une année 2025. Vas-y, ça a été tellement vite en vrai. Ouais, de fou. Pour une fois, tu vois, ça fait plaisir d'avoir un buzz aussi démesuré pour quelqu'un qui mérite vraiment qu'on mette du crédit sur elle, je trouve. Carrément. Parce que c'est C'est une bonne personne. enfin. c'est une bonne personne, elle fait de la bonne musique, elle touche à tout et elle est bonne dans tout. C'est quoi tes sons préférés de l'album? Enfin, du coup, La de réédition Mega BBL. Ouais, si on prend le gros morceau. Moi j'ai kiffé Papa. Ok. Papa, je trouve que c'est une trop belle intro, j'aime trop le refrain. C'est la vraie vie, là, ouais, c'est trop, trop fort. Bad Boy Lax. Ah, merci. J'attendais. Bad Boy Lax, un des sons de l'année. Ouais, je suis d'accord. Trop bon, les gens ont pas trop parlé de ce son-là. C'est le son qui a le moins de stream. C'est vrai. J'ai regardé. C'est honteux. Parce que oui, Zoubizou, tout ça c'était fun, Masoko Namabele et tout. Ça c'est les sons de soirée, on est content. Mais moi j'ai beaucoup aimé elle est forte dans les sons où elle chante et de ouf et tout. Et elle est Elle trop sait forte. gérer l'autotune. C'est une mélomane de fou en Ouais, fait. ouais. 9ème place, 127 points. Un projet sorti en octobre aussi. Le projet de Daniel César. Oh Son of Spurdy. Donc vous tu as avez parlé. vraiment kiffé en fait. Très bon album de Daniel César. Peut-être son meilleur en vrai. À un moment donné, falloir qu'on se pose pour en discuter. Il a que des bons albums quasiment. Non, je pense que c'est son meilleur projet, celui qui réunit le mieux tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Et je suis grave content que vous l'ayez aussi bien placé, honnêtement. Je pensais pas qu'il allait arriver aussi bien. Et si vous l'avez pas encore écouté, du coup, foncez. Vous allez forcément trouver un truc qui est cool. Il y a Bon Iver qui est sur l'album. Il y a Mustapha, parce qu'ils sont super potes. Plein de gens trop cool. Donc bravo à lui. Ensuite, 8ème place, on a Blood Orange. Ouais. Et Sex Honey. En vrai, dans un monde parallèle, c'est l'album de l'année. En vrai. Ah ouais? Pourquoi? Dans une autre version de moi, c'est l'album de l'année. Je sais pas, il est trop fort. Pareil, moi je pense que c'est peut-être son meilleur album. Il fait déjà depuis longtemps ce délire-là de collaboration, ce que j'aime bien, je disais dans la vidéo, je crois, j'aime bien différencier featuring et collaboration. Featuring pour moi, c'est vraiment tu viens, t'as un couplet, enfin t'as un endroit de la chanson qui est vraiment réservé pour toi et tu fais un peu ce que tu veux, là où Blood Orange sur Essex Sony, j'ai l'impression qu'il était plus en mode chef d'orchestre. Ouais. Il a dit à Mustapha, viens me faire une vocalise là, j'ai besoin de Lord sur deux pas. Enfin, tu sais, genre Caroline Polachet qui fait juste des vocalises derrière, Lord qui dit deux phrases. Enfin, je trouve ça trop intéressant et je trouve que ça rajoute mieux qu'un featuring parfois. Ouais. Genre, pour moi, t'es plus gagnant à faire apparaître de manière un peu surprise une personne qui va juste soutenir ta mélodie, ton art de manière générale, plutôt que de faire un featuring classique où t'auras un couplet, vas-y, c'est un peu construction de base, machin. Et là-dessus, il a trop réussi. Il a trop bien réussi à dépicter ce que c'est. Alors, j'ai jamais vécu là-bas, mais toi, oui, par contre, c'est quoi l'Angleterre Ouais. en automne, genre. Ouais, de fou. C'est grave ça, c'est genre les briques rouges, le ciel un peu gris, et ce que t'entends, la enfin, pluie, ouais, c'est ça, ouais. Et pour moi, c'est exactement ce qui se dégage de l'album. Et je dis ça pour l'Angleterre on va dire de ville de banlieue, peut-être pas la ville centre, mais de ville de banlieue, je dirais, mais aussi pour la campagne. Et c'est grave, genre tu vois, je suis dès que j'étais en Écosse l'année dernière pour Noël, et je pense que j'aurais adoré écouter Ok. cet album Ouais, ça s'entend. là-bas. Donc pour moi, dans un monde parallèle, c'est peut-être le meilleur album de cette année. Mais il y a un portoricain qui est venu, et le 5 janvier, il a foutu le bordel, et voilà, tu vois. 7ème place, là on est dans ton cœur de cible. Tyler, Ouais, t'as t'es sûr? avec n'appuyez pas sur la vitre. N'appuyez pas sur la vitre. Projet qui fait du bien. Surtout venant de lui. C'est plus ça, c'est en mode venant de lui, c'est cool d'avoir un projet où le gars il est en mode genre danser. Danser, exactement. Et amusez-vous et venez pas chercher des bails de ah mais là peut-être qu'il a voulu dire ça parce que non. Là c'est juste kiffer. J'ai fait des sons un peu cool. Amusez-vous genre. Là on voit que t'es cohérent parce que tu dis exactement ce que t'avais dit avant. Oui, j'avoue. Je suis en mode, C'est- je suis en mode ok. Il est sur ses il a positions. son wording. Il a son wording. Il a ses éléments de langage. Mais ouais. En vrai, Puis tu vois, en fait, ça plaît parce que bah, t'as Sugar on My Tongue, je crois, qui fait des très bons chiffres. Après, j'avoue que pareil, moi je l'ai beaucoup écouté quand il est sorti et après je suis passé vachement à autre chose. Mais ça m'arrive par contre plus ponctuellement de le relancer et à chaque fois que je le relance, je suis en mode En plus, ouais, c'est c'est bon, 25 genre. minutes. t'es c'est là, 25 minutes, t'es t'as ta content. petite truc de dopamine, non, c'est Ouais. trop fort. Non, franchement, ouais. Bravo à lui. Mon seul, le seul reproche, c'est en mode il a sorti trop tôt après Chromacopia. L'album est sorti en octobre, je crois, Chromacopia c'était Ouais, c'était en octobre. octobre 2024. Ou fin septembre, peut-être. Il était encore à moitié, il était encore en tournée. Encore tourné. Et un mois et demi après, on avait un album. Donc c'est peut-être le seul truc où j'étais en mode. Parce qu'en plus, tu vois, il a sorti le clip de Sticky après Don't Tap de Glace. Tu vois, il y avait des trucs en mode. Ouais. Je comprends que ce soit un projet un peu plus sur le côté, un peu plus je le sors comme ça parce que j'ai envie de le sortir, mais du coup ça a un peu entaché ce que t'as voulu faire de Chromacopia, ce qui je trouve aussi n'a pas aidé pour faire vivre Chromacopia sur le long terme, mais ça c'est le seul reproche que je peux lui faire sinon. À la 6ème place, on a un album qui est aussi dans le décor. C'est Clips. La critique est album, unanime, les deux gens- tontons qui reviennent et qui sont trop forts, l'album est trop bien, ça insulte Travis Scott. Non, la vie est belle. La vie est belle, franchement la vie est belle. Et non, en vrai, meilleur album rap de l'année. Ok. J'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment ça. Pour moi,
moi c'est le meilleur album rap de l'année, qui est fait par 2 anciens, parce que 2025 c'était l'année des tontons. Genre. C'est vrai. À la 5e place, là on va rentrer, ça y est, ça barbe. Un album sorti vraiment, je crois, au tout début de l'année. Okelou. Non. Ah. Toujours pas, arrête, laisse Marilou tranquille. Non, c'est un album qui t'a accompagné d'un film très décevant. Oh my god, non. C'est un album de fin de carrière. Hurry Up Tomorrow, dépêche-toi demain. Tellement de choses négatives à dire. T'as déçu avec le film. Hein. En fait, ouais. Moi j'ai kiffé l'album Ah au ouais, début. de fou. Alors j'avais toujours dit par contre, trop long. Trop long. Trop long, Trop long. il y a un ventre mou au milieu qui est pas nécessaire, mais je l'excusais en disant vas-y, c'est ton dernier album, c'est censé être ton dernier album sous The Weeknd. Du coup, il y a un peu un côté fanservice où il fait des clins d'œil à des trucs qu'il a fait avant, où on retrouve des sonorités un peu plus. Genre, les sons du milieu sont très expérimentaux. Enfin, très. Là, c'était un peu moins bien fait. C'était juste des fois un peu trop. Voilà. Ce qui me saoule aussi avec The Weeknd, c'est qu'on a les mêmes featuring tout le temps. Vas-y, qu'on te met du Futur, et vas-y, qu'on te met du Travis Scott et machin. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est un peu le même reproche que j'ai pour les Metro Boomin et tout, c'est qu'ils ont un cercle de featuring et chaque album, tu vas retrouver les Don Toliver, les machins et tout, et c'est un peu chiant. Mais sinon, globalement, un début d'album trop bien. Parce que moi, j'avais été déçu des singles. Toi, tu m'avais fait chier avec Sao Paulo. Mais oui, Sao Paulo, c'est incroyable. Moi, j'avais pas la vision sur Sao Paulo et elle est venue plus tard. Timeless, j'ai pas changé d'avis en vrai, le son est toujours. Il est trop bien. Ah ouais. Autant The Weeknd, il a prouvé que sur des sons rap, il peut être chaud, genre Low Life et tout, même sur des bails de Party Monster ou d'autres sons de Starboy où il y rappait un peu plus, ça marchait. Là, autant sur Timeless, je suis en mode, oh, t'es boring, frère. Oh, t'es chiant, vraiment. Bref, ventre mou au milieu et une fin qui était un peu magistrale en vrai. Ouais. Je trouvais que l'enchaînement de fin jusqu'à Hurry Up Tomorrow, le son, on en reviendra juste après, c'était vraiment bien. Et le film est sorti. Oh là là. Et mon dieu, on était ensemble en plus. Ouais. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Un ego trip de 2 heures mal fait. Ouais. Le plan séquence de fin, où il est torturé et d'un coup il est en mode... Non mais genre je suis en mode gros non. En fait nous on a rigolé et il y a plein de gens dans la salle qui ont rigolé. Et j'ai vu que les fans étaient en mode ouais vous comprenez pas et tout. Non en vrai c'est cringe. C'est pas bien. Et moi, pour de vrai, ça a eu un impact désastreux sur mon appréciation de l'album. J'arrivais plus à dissocier l'album du film. Et du coup, bah, j'avais plus envie de l'écouter parce que j'étais en mode, c'est un peu. Pas ouf quoi. La commu The Weeknd est très puissante. En plus, moi j'étais un ancien fan de The Weeknd. Enfin, ancien. Je suis fan de The Weeknd, j'aime beaucoup ce qu'il fait. On criera au Stade de France. On criera au Stade de France, on sera présent parce qu'on a quand même kiffé et tout. Mais faut être critique aussi. C'est aussi ça être fan. Et cet album-là, c'était pas ça. Il a complètement abandonné le storytelling de After Hours et Don FM. C'est-à-dire qu'il a commencé à sortir des clips qui commençaient à reprendre le truc du bébé, etc. Mais qui étaient faits en 3D moche, je trouvais. Et après, il a pas continué ce truc-là, alors que le cœur de cette trilogie, c'est pas le film de con, là. C'est les clips, c'est ce que t'en fais et tout. Et ça, c'était vraiment dommage de pas continuer. Et je trouve que ça rend pas hommage à After Hours et à Don FM, qui avait quand même poussé le concept bien loin. Et lui, je pense qu'il s'est dit dans sa tête, si je fais un film, le concept est encore plus poussé. C'était pas bien. 4ème place, Cocorico. Ok Lou, c'est bon. Ouais, c'est bon. Chokinoff, dédicacé. Bah trop content parce que tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut. Ah non mais frère. Je voyais que l'album avait bien marché, que les gens avaient grave été réceptifs. Mais je pensais pas qu'il serait devant d'autres gros noms et tout. Et nous on sort en plus de son Playel. Là ça fait une semaine que ça arrivait. Elle a grave poussé le délire ambiant, qui est quand même une partie intégrante de la musique d'Okelou quand même, et qui a pas mal été mis au second rang par beaucoup de fans qui ont vraiment vu le côté pop cool, un peu stylé. Totalement. Mais ce qui rend la musique d'Okelou aussi spéciale et aussi intéressante pour moi, c'est vraiment le côté genre électronique ambiant. Et ça, l'a vraiment bien fait sur scène. Et on était vraiment, il y a un moment où j'étais en mode limite, je ferme les yeux, ou juste en mode waouh. Là, on est dans ce truc un peu futurisme et nostalgique. Enfin, il y a un peu un truc entre les deux que je trouve vraiment, vraiment cool. Et juste, l'album est trop bon. L'album est succulent. Pareil, 30 minutes, même pas, il dure. Parce que tu sais, Okelou, si tu suis vraiment de Galore à Chokinoff, tu captes où elle va, tu vois, tu sens la direction. Et c'est vrai que Blaybird, il fait un peu un virage bizarre à la fin. Mais peut-être que c'est une ouverture pour l'album d'après. Totalement. Peut-être que l'album d'après sera plus acoustique. Ouais. Après, moi, je pense que mon son préféré de l'album, ça a été Blaybird au début, mais je pense que maintenant, c'est genre Ice Cream Truck. Ah ouais? Ouais, je pense que j'adore Ice Cream Truck. Et j'adore Want to Wanna Come Back. Want to Wanna Come Back. J'adore ce son. On arrive au podium. Oh ouais, c'est quoi ton guess à la 3ème place? Ouais, je pense que je peux te dire les 3 albums qui sont en haut. Ah ouais? Tu vas pas les dire, sinon ça va spoil. Ça va spoil. 3ème place. C'est Dijon. C'est Dijon. Mais c'est vrai que j'ai oublié qu'on l'a pas mentionné en fait. Ouais. 3ème Dijon. 3ème. Bravo. Franchement, bravo. En vrai, un des albums de l'année, trop bien. Grave dans la continuité, mais d'une manière différente de ce qu'il avait fait sur Absolutely. Enfin, en fait, The Dress était déjà connu en soi. Et en fait, je trouve que Yamaha, c'est le The Dress de cet album-là, parce que ça reprend des trucs un peu genre
R&B soul hyper accessible. Et ça, je pense, permis à plein de gens de pouvoir peut-être plus connecter avec sa musique. Mais aussi, c'est le fait qu'il était partout cette année en fait. Ouais. En fait, c'était un partout, mais c'était pas un partout comme Charlie l'année dernière. C'était pas pareil. Là, c'était un partout de le mec, tu regardes un album, tu regardes les crédits, il est il y est. dedans. Genre. Ouais, c'est sûr. Genre, il était avec Bon Iver, il était avec Justin Bieber. Il était vraiment hyper actif et tout ce qu'il a produit surtout était quali. Et le fait du coup de conclure cet arc-là en sortant son propre album qu'on attendait depuis 4 ans, bravo. Et comme dirait Faker, que j'embrasse, Dijon McGee, peut-être le Quincy Jones, Michael Jackson Des temps modernes. des temps modernes. Top 2. Je pense que tu sais les Je deux sais ce que albums. c'est. Je sais c'est lesquels, mais dans Mais tu quel sais ordre pas lequel. J'espère que vous avez pas abusé en vrai. C'est Bad Bunny à la deuxième position. Avec 247 points. Qui est quand même genre 50 points au-dessus de Dijon. Debí tirar más fotos. Des Bad Bunny. Deuxième. Je pensais qu'on allait avoir un top album cohérent. Ah Pas bah- cohérent. C'est le même genre. L'hispanophonie, elle est en haut. Genre. Mais c'est là que je dis j'espère que vous avez pas abusé parce que l'album est sorti il y a un mois. Et du coup, 1 mois et demi, hein. un mois et demi, ouais. Parle-nous de ta première écoute de Bad Bunny, genre. De Debí tirar. Folle. L'album est sorti un dimanche après-midi. Ok. Déjà, genre à 17h, je crois, en France. Le 5 janvier, donc juste après le Nouvel An et tout. Ouais, vraiment très tôt dans l'année. Alors, on savait qu'il allait revenir parce qu'il avait grave teasé l'année dernière. Il y avait des trucs qui se concrétisaient. Juste, on s'attendait pas à ce qu'il sorte un dimanche. Et encore moins à 17h. Genre, il a Ah, vraiment. ça a été surprise drop. Ouais, Je c'est me sûr. souviens Enfin, en pas. fait, on avait une date qui était visée à peu près. Et on se doutait que ça allait être la semaine d'après. Genre le vendredi qui allait suivre. Et en fait, il a drop comme ça. Et du Ok. coup, j'ai lancé un stream comme ça, en mode ok, maintenant il y a Bad Bunny, comment ça. Et j'ai grave kiffé la première écoute, mais c'est le temps qui a fait plus les choses parce que j'avais adoré. Mais je pense que moi j'ai écouté, genre, tu sais, un dimanche fin d'après-midi, j'étais un peu la tête dans le cul et tout. Donc j'ai grave adoré, mais pas autant que ce que j'aurais aimé adorer si j'avais été dans les bonnes dispositions. Et il m'a fallu une écoute de plus pour être en mode. Ok. On a l'album de l'année le 5 janvier, genre. Et en fait, plus t'écoutes l'album, plus tu fais des recherches sur Ouais. l'album, plus t'étais en mode c'est tellement grave, mais du bon sens, tu vois, en mode c'est tellement grave d'avoir un album de ce niveau-là aussitôt dans l'année et fait par un artiste qui est extrêmement connu. Parce qu'un truc à prendre en compte, c'est que souvent, dans les top albums, tu vas avoir un peu les trucs de puants. Je dis ça de manière un peu positive, mais en mode. Sous prétexte qu'un artiste mainstream ne peut pas faire un magnifique album. L'artiste masculin, en tout cas, Ouais. le plus populaire au monde actuellement, sort l'album de l'année, tu vois. Je trouve ça trop fort. Et c'était trop important pour les messages qui sont passés, le respect des sonorités, les hommages qui sont faits, les ponts qui sont créés entre le reggaeton des années 2000 et le reggaeton qu'il y a actuellement. Et ça, c'est un travail que lui, il fait, parce que les gens ont pas mal ouvert les yeux cette année sur Bad Bunny, je trouve, mais c'est un travail qu'il fait depuis genre 2020, sur comment on rend vraiment hommage à sa culture, même avant, si on parle de ses projets, genre Por Siempre et tout. Et moi, ça me rend plus qu'heureux en tant que fan de Bad Bunny de l'époque, d'être en mode, mais merci, enfin. Il était temps Ouais. que les gens se connectent. Donc, Et que ça marche autour d'un projet aussi bon. moi, un truc qui m'avait surpris, c'est que t'écoutais les Européens ou les Occidentaux qui étaient en mode ouais, moi la musique latine c'est grave pas mon délire, et ils crochent sur l'album le plus latino possible Totalement. qui est sorti sur Ouais. ces 5 dernières années. Et ça qui m'a fait trop rire, c'est que j'étais en mode attends, Bad Bunny sort un album trap il y a 2 ans pour essayer de plaire au marché américain, aux Européens. Ça marche vite fait, en tout cas, ça prend pas la place que ça devrait prendre. Et c'est le jour où il fait un album de latino, genre, que tout le monde est en mode, c'est trop bien. Je pense que les gens aussi comprennent de plus en plus que la musique espagnole, ça se résume pas qu'au reggaeton. Et qu'il y a plein de sous-genres qui sont hyper intéressants à aller creuser. Clairement. C'est peut-être pour ça. Et qu'il y a une histoire derrière. Ouais. C'est que souvent les gens sont en mode, le reggaeton et la musique de soirée, Oui. trop chiante, tu vois. Ça parle des fesses. et C'est voilà. ça, globalement, c'est ça. En fait, moi, j'ai toujours eu ce truc de comment tu peux être fan de rap et mépriser le reggaeton, tu vois. Ouais. Parce qu'on est sur des cultures qui sont pareilles, qui ont émergé dans des milieux sociaux qui étaient relativement les mêmes dans des pays différents, tu vois. Et j'étais en mode, comment tu peux mépriser ça en réduisant ça de la même façon que toi tu détestais quand on réduisait ton genre de musique préféré à le rap c'est que des insultes. Ouais. En fait pour moi le message était clairement le même et les gens mettaient pas ça au même degré et je trouvais ça trop dommage d'avoir un mépris aussi poussé alors que c'est pareil, une culture populaire qui est devenue extrêmement populaire au sens large et c'est trop bien que ça arrive cette année et que ce soit porté par des mecs aussi engagés que Bad Ouais. Bunny et qui sont droits dans leurs bottes quoi. Première place, Lux, c'est l'heure de partir à la messe. c'est l'heure d'aller se repentir. Non, en fait je peux rien dire. Bah non. Je peux pas dire ah non, Non. pas mérité et tout. Moi la raison de pourquoi il est genre 3ème je crois dans mon top. J'hésitais à le mettre 2ème devant Okelou mais j'étais en mode en fait Okelou est sorti bien avant. Il m'a vraiment duré Ouais. sur l'année. En fait, Rossiam, pour l'instant, il manque encore ça. C'est-à-dire que l'album, il est sorti trop tard, entre guillemets, pour que je puisse Pour que tu vraiment puisses, ouais. abuser du top et la mettre vraiment haut. Mais si on parle sincèrement, c'est l'un des meilleurs albums qui est sorti cette année. Ah mais vraiment, nous on a pu, on en a déjà parlé, mais on a pu aller à une écoute en avance. On avait la traduction en live des paroles et Ouais, tout. ça change tout. Une vraie claque parce que
bah t'as le privilège d'écouter l'album dans les meilleures conditions possibles, t'es dérangé par rien. Là où un album aussi magistral, aussi important, les thèmes sont importants, les mots sont importants, les instruments le sont, bah tu peux pas l'écouter pour la première fois avec un casque vite fait dans le métro, tu vois. Non, clairement pas. Non, on a été vraiment chanceux. En vrai, il y a vraiment ce truc de Ouais. privilège. Genre là, il fallait vraiment accepter le fait qu'on a eu le privilège C'est vraiment dit ça. tout de d'avoir suite. une expérience de première écoute pour un album aussi bon, aussi poussé. Ouais. Parce que je pense que j'aurais kiffé en tous les cas. Mais en effet, si je m'étais réveillé un vendredi matin et je prenais ça j'écoutais ça dans le métro, tu vois. Ouais, tu serais peut-être pas retourné dessus Ou aussi. pas autant, ou j'aurais peut-être pas compris et tout. Là, il y a vraiment j'avais un peu les frissons, tu vois, pendant l'écoute, c'était vraiment beau et tout. Et en plus, on a pu avoir le truc complet parce qu'on a eu les sons bonus. Donc on a vraiment eu le full package. Et puis non, il se trouve que plus j'écoute l'album, plus je le trouve magnifique, plus je trouve qu'il y a des trucs à en tirer. Et encore une fois, on parlait de populaire et mainstream ne veut pas dire basique ou bas de gamme. Ouais. On a la preuve avec Rosalia, qui est une pop star immense, que c'est possible de faire des albums monstrueux, genre. Ouais. Et je pense que c'est un bon message aussi. Parce que on s'est beaucoup habitué à justement ce cliché-là de le mainstream c'est chiant, il vient pas de nulle part non plus. Il y a des faits qui sont là, tu vois. Mais c'est bien du coup d'avoir les contre-exemples et surtout la même année comme ça, d'avoir des Bad Bunny, d'avoir des Rosalia, d'avoir plein d'artistes hyper en place qui sont en mode non, nous on respecte, hein. Nous on continue de faire de la musique et on continue de le faire bien. Et voilà, donc non, bravo à elle, c'était trop cool. Et j'ai trop hâte de la voir en concert. Les gens sont prêts à partir. Pour moi, ils sont prêts à bouffer une expérience pendant 1 heure maintenant. Et puis surtout, je pense qu'il y a la musique, alors ça va être un peu bateau ce que je veux dire, mais devient de plus en plus populaire. Ouais. C'est-à-dire que le fait d'écouter de la musique, je trouve que ça prend plus de place dans la vie des gens. Je pense que TikTok est une raison de ça, mais il y a plein d'autres facteurs. Du fait qu'aussi il y a plein de gens qui font du contenu sur la musique, hein. Il y en a de plus en Totalement. plus et ça donne encore plus envie aux gens d'écouter des trucs différents. Et du coup, en effet, je pense que on aime, et même les gens de manière générale, sont de plus en plus sensibles au fait d'avoir un peu une expérience, tu vois. Et je trouve que c'est un truc qu'on a un peu perdu il y a quelques temps et qu'on est en train de retrouver là, c'est un peu cool. Le concept album, ou en tout cas l'album qui va plus loin que juste balancer 15 titres radio, ça suffit plus. Ouais. Et c'est cool. C'est Ouais, je vraiment suis cool. d'accord. C'est quoi tes shots album 2026 Tes pré-shots, genre. Tu sens que ces personnes-là vont sortir de très bons albums. Et c'est pro qui le 15 Oui. janvier. Yes. En vrai, Ouais. là il a l'air d'être réel. Il a annoncé après il avait annoncé une date aussi en août. Je dis Après, il y a la notice Spotify là. Il y a la notice Spotify, il a je crois que c'est un SNL qu'il a de réservé, genre le jour d'après. La cover est dévoilée officielle avec. Très cool d'ailleurs. Très cool. J'ai du mal à comprendre le concept. Est-ce que ça va être c'est très bizarre, mais c'est A$AP Rocky donc ça m'étonne pas. Je pense qu'A$AP Rocky, il a beau être chiant sur les délais, sur les retards. En vrai, dès que ça sort, c'est bien. Bon, je pense qu'Harry Styles va revenir l'année prochaine. Ok. Ça fait longtemps là quand même, ça fait depuis 2022. Et Harry Styles, globalement, dès qu'il revient, il fait les choses. Ça, ouais, de fou. Magdalena Bay, je pense, vont ressortir un projet. Parce que là, il y a des singles un peu qui sortent et là, on peut shot là-dessus. Ah, mais il y aura Beyoncé Acte 3. Mais le rock, elle a vraiment moyen de faire une dinguerie. Genre, si à part en mode rock funk, on peut avoir l'album de l'année par Beyoncé, c'est possible. Donc ouais, ce serait mes 3 pics là, je pense. Ok. Harry Styles, Beyoncé et A$AP Rocky. Mais Amri, merci beaucoup. Merci à toi, Maxime, pour l'accueil. Merci à vous. Toujours un plaisir de faire le top album. Merci pour votre soutien depuis 4 ans et demi. Ça va être les 5 ans de la... J'ai craché. Ça va être les 5 ans de la chaîne... Tu vas faire quoi pour les 5 ans de la chaîne? Non, ouais, ça va être les 5 ans de la chaîne en 2026. Tu vois ce que tu pourrais faire? Tu penses qu'on devrait organiser un événement Je sais pas. pour les peut-être. 5 ans de la chaîne? En vrai, ce serait intéressant. Genre C'est un quoi la événement date musical Ouais, ça pourrait être cool, en vrai, un événement musical. où, je sais pas, les gens ils viennent Il joue. et ils jouent à... Et nous on présente, genre. Ça pourrait être grave cool. Ça pourrait être bien, hein. J'ai grave la vision. Tu pourrais faire ta petite curation. Ouais, et après il y aura un jeu, genre blind test. Blind test, même. Tu vois, je pense que les clips, faut grave les Ouais, mettre des en quiz avant. et tout, ouais. Les pochettes d'albums. Des pochettes d'albums. Tu imagines un truc où ils sont un peu floutés. Et genre, c'est gratuit. Genre gratuit. Peut-être. Non, c'est grave la vision. Peut-être on peut faire ça pour les Voilà. 5 ans de la chaîne. Peut-être. Voilà, 5 ans de la chaîne. Restez branchés. Belle année 2026. Belle année 2026. J'ai hâte de vous retrouver sur les réseaux. Avec Amri sûrement vu qu'il est partout. Ouais. Prenez soin de vous et à la prochaine. Gros bisous.